Bonjour à tous et bienvenue à notre CCP Switch webcast. Et je voulais avant tout vous présenter les normes qui encadrent ce webinaire. Pour ce webcast, nous allons suivre les règles Chatham House. Nous vous prions de ne citer ni référencer ce webcast sans l'autorisation écrite conjointe des speakers et de l'organisateur ici Eurex. Les questions de l'audience sont bienvenues. Veuillez soumettre vos questions via la fonction du chat à n'importe quel moment. Ce webcast est enregistré. L'enregistrement sera disponible après la présentation en direct. Veuillez fermer les autres navigateurs et applications ouvertes sur votre ordinateur afin d'optimiser votre expérience visuelle. Pour les utilisateurs d'applications mobiles, veuillez remarquer que vous pouvez passer de la fonction de la présentation à la vidéo en glissant de gauche à droite ou vice-versa. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle David Carretero et avec Isabelle Blanche et Alexandra Morel, nous composons l'équipe de vente de dérivés de taux et repos couvrant la France, Belgique et Luxembourg. Nombreux sont nos clients qui nous signalent dans nos meetings que le CCP Switch est compliqué. Et c'est pour cela que nous avons décidé de proposer ce webinaire avec le soutien de nos partenaires BNP Paribas, Tradeweb, Alfie et Eurex Clearing. Avant de commencer, permettez-moi de faire un petit point sur la situation du clearing de swap. Eurex a lancé son service de compensation d'IRS lors de l'instauration de l'obligation de compenser ses produits vanille via une chambre de compensation. C'est le résultat des sommets du G20, conséquence de la chute de Lehman Brothers. Cela s'est produit bien avant la décision des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Eurex a toujours souhaité se positionner comme alternative de marché pour la compensation des produits dérivés de l'Union européenne pour tous les acteurs, les banques régionales, les banques globales, les assureurs, les gestionnaires de portefeuille et les compagnies non financières. En termes de produits, nous avons toujours privilégié l'euro. Bien que nous compensons déjà les IRS de toutes les devises obligatoires, nous comptons étendre la couverture à d'autres devises dans les mois à venir. Bien que toute cette infrastructure ait été mise en place depuis déjà quelques années, force est de constater que la croissance de la demande de nos services s'est bel et bien accélérée avec l'introduction de notre partnership programme et surtout le Brexit. Concernant les volumes du service de OTC Clearing, nous compensons actuellement 20 trillions d'euros dans le cours, dont la moitié à peu près correspondant aux IRS OIS. Je vous rappelle que Eurex compense également le marché repo et les dérivés listés. Nous considérons être la solution d'avenir tant que nos clients maintiennent leur position à long terme avec Eurex et qu'ils ne se contentent pas de n'y effectuer que des opérations d'arbitrage interbancaire. D'autre part, nous devons rappeler que le contentieux sur la compensation des swaps en euros, dépasse le cadre du Brexit. La Banque centrale européenne s'est vue déboutée par la Cour européenne dans sa volonté de vouloir imposer la compensation des dérivés euros dans la juridiction de l'Union européenne. En effet, même si son mandat lui confère l'autorité en matière de maintien de la stabilité interne et externe de l'euro, il ne couvrait pas la supervision de la compensation des dérivés, même libellés en euros. Le Brexit faisant irruption sur la scène européenne, les autorités prudentielles, la Commission européenne, l'ESMA, ont souhaité non seulement garder la mainmise et la supervision des marchés libellés en euros, mais aspirent également à la construction d'un système financier européen sain, solide et uni. Cela pourrait également représenter une opportunité pour les grandes banques européennes de revenir au devant de la scène internationale en servant d'interface entre les locaux et les marchés globaux. Eurex Clearing et le groupe Deutsche Börse dans son ensemble souhaitent contribuer à la construction de ce système financier européen en mettant à la disposition de ses membres et clients son infrastructure de marché unique. Eurex ne se considère pas une alternative à LCH Limited, mais offre une palette de services dépassant le cadre des IRS, une CCP intégrée, robuste, compensant à la fois des dérivés listés, OTC et repo. En exigeant les marges strictement nécessaires à couvrir les vrais risques, et grâce à son service de cross-margining entre produits, nous rendons nos clients plus compétitifs. Pour les banques, le marché repo de chez Eurex sert de clé de voûte pour la transformation et l'optimisation du collatéral,
spécialement dans ce contexte de taux d'intérêt négatifs. Le modèle ISA Direct, développé par Eurex, permet au buy-side ayant des positions directionnelles d'établir de nouvelles relations avec ses partenaires, rendant les services plus sûrs et économiques pour tous. Eurex tente ainsi de bâtir un service efficace pour concentrer la liquidité de l'euro, où ses clients pourront transférer les risques de marché et de contrepartie en toute sécurité. À ce stade, je tiens à remercier BNP Paribas pour sa contribution à la construction européenne en embarquant ses clients chez Eurex et en leur offrant une alternative de marché. En plus, BNP Paribas a accepté de partager avec nous, ici dans ce webinaire, son savoir-faire dans les aspects les plus techniques du transfert de position en tant que pionnière en France de ce type de transfert, notamment avec celui de Bpifrance qui a eu lieu vers la fin 2020. Encore une fois, vous êtes encouragés à poser toutes les questions via le chat et Alexandra les reprendra ensuite lors de la session de questions-réponses si elles n'ont pas été déjà répondues lors du déroulement du panel. Et maintenant, Isabelle va modérer le panel tant attendu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webcast cet après-midi. Je vous présente nos panélistes. Nous avons aujourd'hui Ariane Attali-Tersin, Clearing Institutional Sales France, Belgium, Luxembourg, BNP Paribas. François Barat, Senior Industry Affairs Advisors, ALFI, Association of the Luxembourg Fund Industry. Thomas Lefloc, Head of G10 Rates Market Access Sales, France, BNP Paribas. Vincent Prépin, CCP Risk Management, Eurex Clearing. Et Vinod Mahantiran, Director, Head of France, Luxembourg, Switzerland Sales for TradeWeb. Voilà, je vous vois tous. Je noterai juste que Thomas Lefloc est en téléphone avec nous. Voilà, donc merci beaucoup aux panélistes d'être là avec nous cet après-midi. Lors de l'inscription à ce webinaire, nous avions posé la question suivante. Quel est selon vous le plus grand défi dans le changement de chambre de compensation? La moitié d'entre vous avait répondu la complexité du transfert et un quart d'entre vous avait répondu le coût du transfert. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous allons justement échanger aujourd'hui sur tous ces sujets. Et je souhaite adresser, sans plus attendre, ma première question à François. François, qu'est-ce qui a changé depuis le Brexit et quels sont les risques auxquels vos membres sont actuellement confrontés en termes de compensation de swap? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci Isabelle pour cette question qui est clé. Si vous le permettez, avant de répondre dans le détail des risques, je souhaiterais un petit peu set the scene pour rappeler le contexte auquel les acteurs du marché doivent faire face. Donc tout d'abord, en tant que citoyen de l'Union européenne, je constate que le principal impact du Brexit dans la sphère post-trade est que les opérations en euros qui continuent d'être compensées au Royaume-Uni le sont hors Union européenne. C'est quand même une bizarrerie, vous me l'accorderez. Donc cette situation est rendue possible par l'équivalence temporairement accordée pour une durée de 18 mois afin de lisser dans le temps la fin de la reconnaissance des chambres de compensation britanniques. Donc ça, c'est un élément qui est connu de la place. Mais à ce titre, il est intéressant d'observer les initiatives politiques récemment lancées par les législateurs européens. J'aimerais brièvement partager deux références très récentes avec vous. La première est une communication émise par la Commission européenne du 19 janvier. Donc elle traite la manière de favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience du système économique et financier européen. Pour ceux qui sont intéressés à prendre des notes, la référence c'est la COM 2021-32. Et dans sa page 15 dans la version française, cette communication mentionne que les très nombreux contrats libellés en euros et qui sont compensés et réglés par des chambres de compensation hors de l'Union européenne suscitent des inquiétudes quant à la stabilité financière dans l'éventualité d'une future crise de liquidité en euros ou dans d'autres devises de l'Union. Comme David l'a dit, il n'y a pas que l'euro qui est concerné, il y a aussi d'autres devises qui sont à prendre en compte. Et à la suite de ce constat, la Commission conclut que les membres compensateurs de l'Union devraient réduire leur position, leurs expositions aux contreparties centrales britanniques qui revêtent une importance systémique pour l'Union.
Donc on voit là une intention de la Commission européenne, mais on comprend aussi que c'est sur base de volontariat, bien sûr. Donc cette position de la Commission considère que sur base de volontariat, ces expositions sur les chambres de compensation UK devraient baisser. Et la Commission conclut par 2 actions. Donc d'une part qu'elle initiera un dialogue avec les entreprises faisant partie de l'écosystème, mais également qu'elle constituera un groupe de travail destiné à évaluer les difficultés pour que ces transactions ne soient plus compensées au Royaume-Uni ou dans d'autres pays tiers, mais soient compensées sur le territoire de l'Europe continentale. Donc ça, c'est une initiative qui est très importante, émise par la Commission le 19 janvier. La seconde, je serai beaucoup plus bref, c'est un rapport publié hier par la Commission Econ du Parlement européen, qui soutient l'initiative de la Commission. Donc on voit que les législateurs se penchent vraiment de très près sur ce thème et que c'est un sujet qui est très actuel. Donc la date du séminaire est très bien choisie. Donc, à la lumière de ces 2 initiatives que je viens de décrire, donc de la part de la Commission et du Parlement, il semble encore trop tôt pour tirer des conclusions nettes en termes de tendance. Après, les autres panélistes, mes camarades panélistes pourront donner leur propre avis. Il était peut-être un petit peu tôt pour conclure sur les tendances claires, alors que l'industrie est tout juste entrée dans la phase post-Brexit et bénéficie de la mise en œuvre de l'équivalence de 18 mois. Voilà. Donc, enfin, pour conclure et pour répondre à votre question sur des aspects plus opérationnels, il me semble qu'il y a 2 points d'attention qui méritent d'être abordés comme sujet de discussion. Donc, le premier aspect qui est important sont les coûts, bien sûr. Donc, vous l'avez dit dans votre introduction. Donc, cet aspect de coût mériterait d'être considéré à la lumière des critères FRAND d'accès au clearing, et ces critères FRAND doivent être mis en œuvre à partir du 18 juin 2021, donc dans 3 mois. Donc, FRAND, je le rappelle, il s'agit des critères Fair, Reasonable, Non-Discriminatory and Transparent Access to Clearing. L'ESMA avait fait une consultation à ce sujet en 2019 et la Commission vient d'émettre son projet d'acte délégué jeudi dernier. C'est extrêmement récent, c'est une très bonne chose qu'on puisse discuter de ces thèmes lors de ce webinaire. En plus de l'aspect coût, il y a un second aspect qui mérite d'être traité. Donc, vous avez parlé de complexité. Moi, j'irais peut-être un peu plus précisément sur un aspect risque. Au sein de l'ALFI, les membres attirent mon attention et souhaitent qu'on aborde l'aspect exécutoire du collatéral, donc le collateral enforceability, de la part de contreparties situées dans l'Union européenne, alors que ce collatéral est logé dans un autre pays tiers. Mais je ne vais pas décrire ce thème plus longuement parce que je pense que nous le développerons plus tard dans le cadre du webinaire. Je m'arrête là. Merci Isabelle. De rien, merci beaucoup François. Et c'est vrai que c'est merci d'avoir mis en valeur, en fait, en lumière, pardon, toutes ces informations et notamment ces 2 aspects. Je crois que tu as mentionné les critères FRAND. Je crois qu'il est disponible pour les membres s'ils veulent, ou les clients, les participants qui veulent les voir. Ils peuvent tout simplement aller sur le site de la Commission européenne pour télécharger ce draft qui est maintenant disponible. Donc, merci beaucoup. Je pense que maintenant, nous pouvons également nous concentrer sur la première partie des discussions, des échanges qu'il peut y avoir lorsqu'un client se pose la question est-ce qu'il va faire un transfert ou pas. Et notamment, concentrons-nous sur l'exécution. J'aurais cette question pour Thomas et Ariane. Quels sont, selon vous, les principaux aspects à prendre en compte dans le travail de préparation qui amène justement à une potentielle prise de décision pour faire un transfert? Donc, en effet, on a parlé des coûts qui pourraient être un principal frein à cette opération. Thomas, est-ce que tu veux dire peut-être quelques mots là-dessus? Merci Isabelle. Bonjour à tous. En effet, le coût de l'opération est un des principaux freins pour ces transferts. Les coûts provenant de l'opération de marché de la base entre les 2 chambres peuvent être optimisés. Il convient de monitorer avec le client la base entre les 2 chambres pour déterminer le moment opportun pour réaliser ce transfert. On peut minimiser les coûts, voire dégager un gain. Certains clients ont une approche plus tactique en traitant à des moments différenciés les swaps payeurs d'un côté et les swaps receveurs de l'autre. Enfin, pour les portefeuilles avec un risque important,
La liquidité de la base étant limitée, il faut envisager de traiter ce risque en plusieurs clips pour éviter de faire décaler le marché. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Nathalie Terfin, donc j'ajouterai en plus de ce qu'a dit mon collègue Thomas qu'il faut garder en tête les coûts liés au clearing des opérations elles-mêmes, notamment les frais du clearer et aussi les frais CCP liés à l'enregistrement de ces trades en chambre, tout simplement. Merci Ariane. Et du coup, on sait aussi que pour certains clients, il est difficile de placer par exemple un portefeuille aux enchères auprès de certaines banques. Quelles seraient les possibilités qui leur seraient offertes? Thomas? Avant d'envoyer une demande de RFQ, le client doit avoir une discussion avec les banques qui souhaitent interroger. Sur la partie risque global du portefeuille, encore une fois, la liquidité étant limitée, pour éviter tout mouvement de marché, il vaut mieux interroger un nombre limité de banques, 2 ou 3. En revanche, pour les transferts des centaines ou milliers d'opérations sans risque de marché important, je pense qu'il faut rentrer dans discussion exclusive avec une banque. Le travail est important et le but aussi, c'est de minimiser au maximum les risques opérationnels. Oui, c'est vrai. Merci Thomas. Et je pense aussi qu'il y a une… Vinny, peut-être que tu peux nous parler concernant TradeWeb. Vous avez aussi un outil qui peut potentiellement apporter une solution. Oui, tout à fait. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis Vinny Mantirand de TradeWeb et au niveau de TradeWeb, c'est une plateforme d'exécution et typiquement en fait on a lancé l'exécution sur les IRS en 2007. Donc on avait commencé avec les Cartwright, les Curves et ensuite les Butterfly. Et l'outil a vraiment évolué vers en fait une direction où en fait on pouvait exécuter des listes. Et en fait, ce qu'on a fait un petit leverage en fait d'un outil existant déjà sur d'autres produits. Et il y a la possibilité pour que les clients fassent un upload de toutes leurs positions existantes et d'ensuite de faire un switch vers un autre CCP à travers cet outil-là. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé déjà aujourd'hui. TradeWeb et Market Leading au niveau des marchés électroniques sur les swaps. Et donc nous voyons des clients qui utilisent vraiment cet outil de liste avec plusieurs aspects. Ils ont commencé pour faire c'était un unwind ou offset de leur position existante et ça a vraiment en fait progressé vers un mouvement d'un CCP à l'autre. D'accord. Et vous pouvez, par exemple, ça peut être envoyé à plusieurs contreparties en même temps? Est-ce qu'il y a un nombre maximum, par exemple, de contreparties? Oui, tout à fait. Donc, à travers le MTF, il n'y a pas de limite sur le nombre de dealers qui peuvent être interrogés. Par contre, ce que l'on voit typiquement, c'est qu'il y a 2 à 3 contreparties qui sont interrogées lors des demandes de prix pour faire un switch de CCP. D'accord. Merci Vinny. Du coup, du côté de Eurex Clearing, comment est-ce que ça se passe, Vincent? Et pendant qu'il y a ces conversations qui se passent entre les clients et puis les banques, Eurex Clearing peut aussi intervenir pour échanger avec ses clients ou ses membres. Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, alors la partie qui concerne Eurex, on va être plutôt sur le transfert de l'inventaire que sur le hedge. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui est sans doute perçu comme la partie compliquée dans la surveille que tu as reçue. Donc une première chose à dire peut-être, c'est que c'est tout à fait faisable. On a déjà fait 16 CCP switch et tous avec succès jusqu'à présent. Donc ça fonctionne et ça fonctionne bien. Par contre, c'est peut-être pas aussi simple que ça devrait, pour une raison qui est que les trades, quand ils arrivent à Eurex, ils sont considérés comme des nouveaux trades. Et donc, on ne peut pas utiliser la fonction de backloading qui pourrait permettre de balancer tout le portefeuille dans le système d'un coup. Du coup, les trades doivent rentrer un à un et ils sont soumis au processus de novation standard, comme si c'était une nouvelle transaction qui était tradée aujourd'hui. Et pour ça, du coup, il y a 10 secondes de réponse avant d'accepter ou de rejeter le trade pour clearing. Donc, il y a 9 secondes et demie où MarketWire processe et envoie à Eurex et une demi-seconde où Eurex fait sa validation. Et dans cette demi-seconde, on regarde deux choses principales, qui est la spécification technique du trade, c'est-à-dire que ce soit un calendrier qui soit éligible, quel type de taux d'intérêt est utilisé, comment on fait quand il y a un jour, enfin, voilà, ce genre de définition technique. Donc, il faut vérifier qu'en avance, que le trade
ou la liste des trades qu'on veut soumettre, ils sont chacun éligibles chez Eurex. Ce qui peut d'ailleurs se tester dans nos environnements de simulation aussi. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect collatéraux. Pour pouvoir accepter un trade, il faut qu'il y ait suffisamment de collatéraux sur le compte du client qui est en train de clearer. Et donc, du coup, il faut anticiper, comme vous allez avoir les trades un à un, comment on va varier le risque au cours du temps, qui peut-être réfléchir à l'ordre dans lequel les trades sont rentrés pour essayer de minimiser le montant de surcollatéralisation qu'il faudra peut-être apporter pour la journée où le portfolio switch va être réalisé. Je pense que c'était mes 2 points. D'accord. Merci Vincent. Du coup, il est possible également, je suppose, de tester, en tout cas pour pouvoir se préparer au transfert au jour J. Est-ce qu'il est possible de tester? Ariane, est-ce que BNP, par exemple, vous y pensez et vous le proposez à vos clients? Oui, en effet, Isabelle, Vincent a énuméré pas mal de points déjà. Du côté BNP, oui, avec le recul et l'expérience que nous avons sur ces transferts, nous proposons effectivement à nos clients de faire une simulation via l'environnement UAT Market dans la mesure du possible, afin de simuler au mieux le flux de production vraiment front-to-back et d'anticiper tout problème technique et on va dire ajuster un peu les paramétrages si besoin. Il est important de vérifier la bonne éligibilité des trades au clearing. Nous faisons des simulations en termes d'impact sur le collatéral afin d'assurer aucun rejet le jour J et minimiser, je reprends là ce que Vincent disait, tout pre-funding de la part du client. Et pour répondre à l'autre partie de la question qui est plus sur le temps de préparation, là, je dirais que tout transfert est différent, dépendant de la taille du portefeuille, des typologies de trades, etc. BNP, en soi, nous n'avons pas de limitation système en termes de quantité de trades à processer ou en termes de complexité de trades à transférer. Nous pouvons transférer automatiquement des trades vanille, mais aussi des trades amortissables et des trades asset swap. Ce degré, ce besoin de préparation, en fait, il peut varier. Mais je dirais que ça peut prendre entre 3 à 5 semaines de discussion, de validation, afin d'aborder le transfert en toute sérénité. Notre objectif premier, avant tout, est que le client se sente prêt opérationnellement pour cet exercice. Merci beaucoup, Ariane. Et notamment, tu parlais des différents contrats ou types de swaps. Vinny, de votre côté, chez Tradeweb, est-ce que vous avez un type de produit? Je pense que vous supportez la majorité des contrats à swap. Et également, peut-être mentionner le nombre de lignes. Si des clients veulent uploader des lignes de trade, est-ce qu'il y a un nombre minimum ou maximum? Oui, tout à fait. Donc, en pensant en fait aux préparatifs pour exécuter cette liste que Ariane et Thomas mentionnaient, lorsque les ordres vont arriver dans Tradeweb, c'est vraiment à la fin de ce cycle où le client sera vraiment prêt à envoyer cette liste-là. Donc, Isabelle, comme tu le disais, au niveau du maximum nombre de listes, de lignes, on en est à 250 aujourd'hui, donc 125 de l'ancien CCP et 125 vers le nouveau. Mais il faut dire que là-dessus, nous avons aussi de la flexibilité parce que l'outil liste en lui-même, donc comme je le disais, les clients font des offsets là-dessus. Maintenant, on voit aussi un shift vers les nouveaux index comme tout ce qui est Sonia, Libor, Saron, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est robuste. Donc, les dealers derrière sont plugués à travers leurs API. Ce qui fait qu'on a quand même un peu de flexibilité sur comment est-ce que les prix arrivent. Donc, juste pour vous donner une idée, donc sur une liste de 250 lignes, on voit le temps de réponse dans l'outil qui est entre 4 et 6 minutes. Après, bien sûr, ça dépend, je pense, de l'élément préparatif qu'il y a eu avec les dealers avant. Et ensuite, au niveau des types de swap, donc, comme tu disais, Isabelle, en fait, il y a du support sur tout type de swap dans la plateforme. Ce que l'on invite typiquement dans les listes pour faire un switch de CCP, c'est tout ce qui est benchmark, date IMM et puis date brisée. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce que l'on voit. Mais dans Tradeweb, vous avez aussi la possibilité de faire tout ce qui est forward, date, en fait, devise emerging market. Tout ce que l'on ne fait pas aujourd'hui sont les amortissables. D'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est important aussi de le savoir. Vincent, est-ce que de ton côté, Eurex, vous avez quelque chose à rajouter en termes de testing ou peut-être en production? Oui, alors déjà,
aussi m'ajouter à la recommandation de Ariane, tester en simulation dans l'environnement UAT. Et ça peut aussi, on peut faire aussi un portfolio switch sur peut-être une vingtaine de trades en production une première fois pour voir se faire la main sur en expérience réelle et ensuite faire un vrai portefeuille avec les 500 ou 1000 ou 2000 trades via transfert. D'accord, merci. Il y a une autre question également qui très souvent revient, je pense, dans les échanges avec clients, et c'est notamment d'un point de vue de l'asset manager, quels sont les points importants à prendre en compte, notamment d'un point de vue risque et réglementaire, notamment si l'on parle de hedge accounting. C'est vrai que par exemple en Allemagne, ils ont dû changer la loi pour éviter notamment l'impact fiscal sur la fermeture et la réouverture des transactions dans différentes CCP. Je ne sais pas si c'est le cas en France. François, peut-être que sur ce sujet-là, tu pourrais nous apporter quelques éléments de réponse. Volontiers, Isabelle. Donc, merci pour cette question. Moi, je représente l'industrie des fonds qui est établie à Luxembourg, donc je ne vais pas m'exprimer pour les Allemands ni pour les Français. À Luxembourg, le hedge accounting n'est pas une priorité. Je pense qu'il est bien géré. Quand il y a des transactions qui sont pour du hedge, elles ne rentrent pas en compte dans le calcul des seuils de clearing, donc qui était un vrai enjeu pour Luxembourg pour être sûr que les fonds de petite taille soient éligibles ou pas au clearing. On l'a vu après que les seuils pour les small financial counterparties soient introduits par Emir Refit, que la plupart des fonds de petite taille sont sous les seuils. Donc le hedge accounting n'est pas un sujet, pas comme en Allemagne, mais à Luxembourg, représentant des contreparties qui sont éligibles au clearing, donc pas des clearing members, mais des fonds UCITS, des fonds AIF. De mes observations en discutant avec les membres de l'AFI, je me rends compte qu'il y a une demande de stabilité vis-à-vis de l'ensemble des règles qui sont applicables pour les dérivés over the counter et leur certitude juridique. Donc pas seulement les aspects de compensation clearing, mais l'ensemble des règles. Brièvement, donc si tu le veux bien, je vais présenter 3 points qui me semblent être importants et dont les membres m'ont chargé de soit faire des best practice guidelines ou parler avec les autorités. Donc, dans le cas de Emir, je pense que vous serez tous d'accord dans le panel et dans l'audience qu'il n'y a plus vraiment de sujet sur les articles 4 et 10 qui donnent des conditions de clearing, donc ceux-là sont bien assimilés. Par contre, il y a encore un sujet qui est persistant sur l'article 9 pour le reporting des transactions, parce que là, on parle du clearing, mais ces transactions doivent être reportées à l'ESMA. Lors de l'introduction d'Emir en 2014 et du début du reporting, il y avait 85 champs qui devaient être garnis dans la reporting framework, donc 85 c'est raisonnable. En novembre 2017, il y a eu une progression à 129 et le prochain projet de l'ESMA, donc l'ESMA qui va émettre des best practice guidelines sur sa nouvelle reporting framework, c'est une reporting framework de 203 champs. Donc on voit une augmentation et une inflation manifeste. Donc c'est un sujet. Comme Ariane le disait, il faut que les clients soient mûrs et prêts pour aborder leur switch, mais s'il y a d'autres sujets dans le background qui doivent être traités, ben ça prend aussi du temps et ça affecte la maturité. Voilà. Donc l'article 9 devra être discuté encore. Un autre article d'Emir qui est clé à avoir en tête, c'est l'article 11. Donc l'article 11 parle des risk mitigation techniques et de l'échange de collatéral pour les transactions qui ne sont pas sujettes au clearing. Donc là, on ne passe pas par votre route de clearing, ni par LCH, ni par REX, mais quand les transactions ne doivent pas être clearées au terme de l'article 4 et 10, elles doivent faire l'objet d'échanges de collatéral. Et là, nous avons un petit sujet avec les ESA, c'est que lors de l'entrée en vigueur d'Emir Refit, il était mentionné dans le nouvel article 11.15a que les ESAs, donc l'ESMA, le IOPA et le BA, devraient publier des regulatory technical standards sur les procédures de risque pour l'échange de collatéral. Donc ça, c'est le petit point A du 11.15 AA. Et dans le 11.15a, dans le 11.15 AA, le règlement EMIR mentionne qu'au 18 juin 2020, les ESA devraient avoir publié des regulatory technical standards sur ce thème. Alors, ça n'a pas été le cas. C'est un petit peu gênant parce que nous sommes en 2021 maintenant. Ces aspects qui doivent être couverts par les ESA sur les risk mitigation techniques et l'échange de collatéral sont importants.
en particulier aussi lorsque des contreparties se servent du modèle standard de l'ISDA, donc le SIM modèle, pour évaluer le montant de marge initiale, le montant d'IM qui devait être versé au titre de UMR. Donc vous le savez que quand on parle de EMIR, il y a aussi une timeline qui doit être satisfaite pour UMR, et si des asset managers se servent du modèle SIM, ils doivent respecter les RTS de l'article 1115AA, mais nous ne les avons pas. Et d'ailleurs, je pense personne autour de la table, donc c'est un sujet. Voilà. Donc je n'irai pas plus loin. Toujours dans le cadre du collatéral, il faut rappeler, et ça c'est un sujet qui est d'actualité, que la Commission européenne a lancé une revue de deux directives qui sont importantes, donc de la Financial Collateral Directive, la FCD, et de la Settlement Finality Directive, la SFD. Donc les deux sont jointes, elles marchent de manière combinée. La SFD a son importance parce qu'elle déterminera l'aspect exécutoire du collatéral dans un pays tiers. Donc il y a vraiment une réponse de l'industrie qui est très importante à faire, tant pour les fonds d'investissement que les banques. La consultation se clôt le 7 mai, mais c'est un aspect qui est essentiel, qui doit être traité. S'agissant des points importants à couvrir par la revue de la directive sur la FCD, c'est une définition précise des actifs qui sont éligibles au collatéral. Car pour l'instant, la liste des actifs qui sont éligibles au collatéral est proposée par MIFID, qui est une autre directive. Donc il est important que dans le cadre des activités de clearing et d'échange de collatéral, toute l'industrie post-trade ait bien le même référentiel. Voilà Isabelle, donc peut-être que j'ai été trop dans le détail dans la technique, mais ce sont des points qui sont importants et qui sont dans l'agenda de la Commission européenne. Oui, tout à fait. Non, merci beaucoup. Je pense que c'est très utile, et je pense que nos membres et nos participants aujourd'hui seront très certainement intéressés par tes commentaires. Ariane, peut-être du côté de BNP, je sais que c'est une question qui vient souvent également donc sur ce thème du hedge accounting. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter peut-être? Merci Isabelle. Pour notre part, bon, ce qu'on dira, c'est qu'effectivement, c'est un point d'attention important à prendre en compte au niveau du client final et d'en discuter en interne avec leur commissaire au compte. La solution de transfert que nous proposons, c'est vraiment un transfert ligne à ligne, tout en restant à l'écoute du besoin du client final. Et oui, au final, c'est le client d'étudier ce point en interne et de nous remonter ses besoins. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vois que le temps passe et en fait, on arrive déjà au terme de cette conversation. Donc, j'aurais une dernière question qui est quelles seraient vos recommandations vis-à-vis des clients? Quand est-ce qu'ils doivent commencer à faire un transfert? Combien de temps cela prend-il entre le moment où ils commencent à échanger avec vous et le jour J du transfert? Peut-être Thomas, si tu es en ligne, tu as peut-être quelque chose à ajouter en dernier point. Oui, merci Isabelle. Comme Ariane l'a déjà dit, l'essentiel, c'est d'être prêt opérationnellement. Par exemple, en préparant 1 ou 2 mois en amont ce transfert, et de bien monitorer la base entre les deux chambres de compensation pour optimiser les coûts. La décision finale est bien celle du client. Le timing dépendra de son degré d'urgence à devoir transférer les trades, notamment sur l'évaluation des risques liés aux équivalences des CCP en Europe. Nous pensons qu'il ne faut pas attendre le dernier moment dans la mesure du possible pour ne pas avoir à effectuer des transferts en masse à la hâte. Merci Thomas. Je donnerai la main à Vincent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter au nom de Rex Clearing? Moi, je n'ai pas une vue sur toute la durée du processus, donc je ne peux pas conseiller sur combien de temps à l'avance il faut s'y mettre. Nous, on aime bien être prévenu environ 2 semaines à l'avance de quand le portfolio transfert va se passer. Comme ça, on peut apporter un meilleur soutien aux clients et donner plus d'informations et répondre plus facilement aux questions et avoir des personnels qualifiés quand le transfert se produit. Et je suis assez d'accord avec ce que Thomas a dit, c'est-à-dire que tout le monde en même temps, ça rend les choses plus difficiles pour tout le monde. Donc, c'est mieux d'essayer d'étaler ça dans le temps. Je pense que tous les parties impliquées s'y retrouveront si on le fait comme ça.
D'accord, merci, merci Vincent. Vinny, de ton côté, je sais que sur la plateforme, notamment, peut-être que tu veux rajouter quelque chose au nom de TradeWeb et notamment peut-être préciser le terme de le temps que cela peut prendre également en termes d'introduire des lignes sur la plateforme. Oui, tout à fait, merci Isabelle. Donc, typiquement, aujourd'hui, nos clients, ils peuvent introduire les lignes de deux façons dans la plateforme. Donc, à travers la messagerie fixe, donc parce qu'ils seront plugués à TradeWeb à travers leur OMS ou EMS, ou sinon, on offre aussi la possibilité de faire un copier-coller à partir d'un fichier Excel où il y a un certain template où ils peuvent en fait uploader leur position. Donc là-dessus, comme je l'avais dit avant, c'est voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin du cycle, en fait, disons, de testing, mais dès que la décision est prise, je dirais que tout ce qui aurait en fait essayé de notre côté, c'est de voir que les positions sont bien uploadées comme les clients le veulent. L'autre élément, c'est que pour les clients de TradeWeb aujourd'hui, donc nous en avons plus de 560 qui ont traité dans la plateforme en fait cette année. Et là, on parle vraiment des asset managers, hedge funds, assurances, banques, etc. C'est que ils ont aussi la possibilité d'aller dans leur blotter et de faire un drag and drop de leur position existante pour aller dans l'outil de liste. Donc, on offre vraiment de la flexibilité là-dessus pour que les clients puissent exécuter leur switch de CCP. D'accord, merci beaucoup. Et François, de ton côté, est-ce que tu as un mot également que tu souhaiterais rajouter? Oui, Isabelle, peut-être. Moi, je pense que si les contreparties qui sont concernées ont des questions, donc elles peuvent se rapprocher des acteurs du marché, donc Vinny a dit, ainsi que Vincent, Ariane. Les contreparties peuvent aussi se rapprocher de leur association de place. Une association, c'est là pour aiguiller ses membres et pour conseiller sur base de best practice. Donc, si vous êtes sur le marché français, vous pouvez aller voir les gens de l'AFG ou de la FBF. Il y a des gens qui sont très compétents. Donc, si vous avez des avoirs à Luxembourg, vous pouvez aller à l'ALFI ou me contacter. Mais pour vous dire que l'association de place est un lieu de discussion, d'échange, de best practice. Donc, si vous avez besoin de calibrer votre vision, votre association peut vous aider. Voilà, Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc on a déjà atteint toute la durée presque de notre conversation. Je vais demander à ma collègue Alexandra si peut-être elle a reçu des questions. Alexandra, c'est une question. Oui. Merci Isabelle et merci également aux participants pour vos questions. Et celles-ci, pour la plupart, convergent vers un même sujet, le sujet du coût et des tarifs. Alors, peut-être une première question pour, je pense, Eurex et pour toi Isabelle, à savoir quelle est la tarification appliquée pour ce type de transfert. Donc, voilà, donc j'imagine que la question véritable est de savoir s'il y a des offres ou une tarification particulière qui est soumise à ce transfert. D'accord, oui, merci beaucoup. Oui, donc en effet, Rex pourrait vous aider pour réduire vos coûts et notamment, on a mis en place ce qu'on appelle un CCP Switch Incentive Rebate. En fait, vous pouvez choisir jusqu'à 5 jours pendant lesquels vous aurez une gratuité de 100% sur les booking fees. Donc ça, c'est valable jusqu'à cet été. Il y a également une offre de rebate mensuelle qui peut aller jusqu'à 45 000 €. Donc ça, c'est pour les membres. Et ceci, en fait, ce sera pris en compte sur les futures transactions. Et ça, ce sera jusqu'en juin 2022 où vous pouvez avoir ce rebate mensuel. Également, je voudrais noter le fait qu'il n'y a pas de fee, donc zéro fee ou frais, pardon, sur le collatéral cash pour les clients qui sont sous modèle de ségrégation, donc ils sont ségrégés. Voilà, donc on essaie, évidemment, si vous avez des questions plus en détail sur la tarification, vous pouvez joindre l'un d'entre nous chez Eurex et on pourra bien entendu vous l'expliquer. Merci. Encore une question et je pense que nous avons en effet le temps de pouvoir l'aborder. Alors nous parlions de tarification et tu as effectivement détaillé l'offre d'Eurex. Nous avons également une question qui
implique davantage les coûts de manière plus spécifique, et notamment les coûts du funding, du pré-funding. Donc, nous avons une question ou un participant qui aimerait en effet savoir comment pouvons-nous réduire ou optimiser le pré-funding. Alors, qui pourrait, Isabelle, je te laisse diriger cette question peut-être à Eurex ou à nos panélistes. Alors, Vincent, je peux répondre, sinon, je ne sais pas si tu veux quelque chose rajouter, mais sinon, j'avais une idée sur Margin Calculator. Mais... Ouais, et je pense que c'est la bonne réponse. Donc, on a parlé effectivement de selon l'ordre dans lequel on met les trades, on va avoir des appels de marge, un besoin en collatéralisation qui va être différent dans le temps. Et ça peut s'évaluer. On a le Margin Calculator, on a le Margin Estimator. Donc, on a deux outils qui permettent de calculer ces margin requirements. Il y en a un qui est plus simple d'utilisation, mais moins précis, et l'autre qui est un peu plus compliqué à installer, mais qui est plus précis. Et qui permet d'évaluer, et après on peut uploader ses portfolios et ça calcule les marges comme elles sont calculées à Eurex normalement, et ça peut permettre de se faire une idée de combien ça va coûter, combien de collatéraux il y a besoin de placer. D'accord. Mais peut-être que tu avais d'autres idées. Oui, peut-être je pensais à Ariane, de votre côté, de côté de la BNP, peut-être que vous avez aussi des solutions concernant le Oui, tout à fait, Isabelle. Ce que j'ajouterais, c'est, on l'a abordé un peu lors de la question sur la préparation. Effectivement, quand nous recevons le portefeuille du trade client, donc forcément, on va prendre le temps de l'analyser en détail, de regarder les types de trades et l'impact, etc. Et nous allons réfléchir effectivement en utilisant les différents outils à disposition et en travaillant avec Eurex, bien sûr, à la bonne distribution de ces trades en batch afin de minimiser tout impact client pour pre-funding, parce qu'on a bien en tête d'éviter le pre-funding dans la mesure du possible, et bien sûr tout en respectant aussi le délai de transfert. Donc il y a vraiment différents angles quand on fait l'analyse du portefeuille. Effectivement, impact collatéral, délai de transfert pour assurer ce transfert dans les meilleures conditions possibles pour le client. Voilà, je dirais ça. Merci beaucoup. Alexandra, on a d'autres questions ou sinon on pourra terminer? Alors pour l'instant, effectivement, non, je pense que les préoccupations étaient et les questions étaient vraiment sur les deux points que vous avez abordés sur le coût. Voilà, mais nous ne manquerons pas de répondre à d'autres questions si celle-ci venait encore à s'ajouter. Et je te laisse poursuivre, Isabelle. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Je crois qu'on est parfait en termes de timing. Je voulais juste remercier tout le monde, tous nos panélistes aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation, pour avoir échangé vos idées, votre expertise. Donc, j'espère que les participants auront trouvé ça assez instructif. Bien sûr, on reste disponible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez plus de questions, souhaitez en discuter. Voilà, on est là, on est tous là. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.